On recommence. Hello. Donc je vous propose maintenant la deuxième partie qui sera composée essentiellement par les deux présentations d'infirmiers experts qui ont énormément d'années d'expérience en clinique et des expériences très diversifiées comme vous allez pouvoir le constater. On va commencer avec mon collègue Yannick Gauthier qui est infirmier clinicien indépendant qui va nous parler d'approvisionner ses émotions. Ce thème nous a paru très intéressant parce qu'il touche autant les patients que nous les soignons. Et Yannick nous semblait vraiment être la personne adaptée pour venir nous parler de ça parce que tout au long de sa carrière, c'est un des éléments qui lui tient à cœur. Donc je voudrais qu'on puisse l'accueillir et puis le remercier d'être venu. Bonjour, je m'appelle Yannick Gauthier, je suis très heureux de vous parler des émotions. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'avais beaucoup de peine à vivre mes émotions. J'avais tendance à m'en couper jusqu'en 2003 où j'ai fait un burn-out. Et depuis ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je continue à travailler là-dessus et puis maintenant c'est aussi mes patients qui profitent de mes compétences dans les émotions. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est on va aborder tout ce que autour de... Je vais vous présenter ma consultation d'infirmier en psychiatrie. Je vais aussi vous sensibiliser au fonctionnement psychique humain, sans que ce soit trop lourd, et vous présenter un outil pour mieux gérer les émotions. Voilà. Alors, donc, je suis infirmier clinicien, certifié à l'Espace Compétences en 2011. Actuellement, je suis responsable de l'option santé mentale Espace Compétences et j'ai mon propre cabinet d'infirmier indépendant en psychiatrie. Ça fait à peu près 3 ans qu'il a ouvert. Donc je loue une pièce dans cette consultation-là, que vous voyez, à Renan-Crissier. Donc c'est une polyclinique à Renan-Crissier. Et mon activité, c'est régulé par ce qu'on appelle l'article 7 de l'OPAS. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ordonnance des prestations des soins. Bon, c'est ce que utilisent les CMS, c'est le même financement que pour le CMS. Je travaille sous mandat médical, donc je fais une évaluation infirmière, je prépare l'ordonnance et puis le médecin la signe. Et puis je suis financé, donc j'envoie mes factures à l'assurance de base qui me rembourse directement. De là s'ajoute une part résiduelle qui est une part cantonale, donc il faut remplir tout un tableau pour que le canton complète. Et puis je travaille à domicile et dans mon cabinet. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que la majorité de mes patients souffrant de problématiques psychiatriques souffrent de gros problèmes dans la gestion de leurs émotions. Alors, les émotions. Je sais pas. Alors, l'émotion, ça se situe au cœur du fonctionnement psychique de l'être humain, et ça arrive dans le moment lorsque les besoins sont généralement, c'est au cœur du fonctionnement psychique. Lorsque les besoins sont généralement satisfaits, l'être humain vivra de la joie et connaîtra la paix intérieure. Vous connaissez ça tous? Ouais? Okay. Par contre, si un de ces besoins fondamentaux, des besoins en particulier affectifs, ne trouve pas de satisfaction, là on ressentira souvent des émotions désagréables telles que la peine, la colère, la jalousie ou la peur. Ça, vous ne connaissez pas. Okay. Alors, l'émotion, c'est un phénomène psychologique naturel. C'est pas... on ne l'a pas inventé, c'est pas comme l'informatique. Hein. C'est quelque chose de naturel chez les êtres vivants. Et on ne choisit pas de les vivre ou de ne pas les vivre. C'est là, ça vient. C'est pas dit, tiens, j'aurais une petite colère, et hop, ça vient. Non,
La colère, elle vient tout seul. Donc, soit on la vit, ou soit on s'en défend. Et elle intervient spontanément, régulièrement, et surtout dans nos relations avec notre entourage et avec notre environnement. Malheureusement, il est à la base de certaines croyances philosophiques ou religieuses de considérer que les émotions désagréables, comme la colère, la peine, eh ben, c'est un monstre à fuir, il faut les nier, il faut les réprimer dans toutes les circonstances de la vie. C'est pas bien d'être en colère. Un homme ne pleure pas. Vous le savez tous. Et puis dans ces moments, c'est ce que nous utilisons, ce qu'on appelle le mécanisme de défense. Je ne vais pas vous faire un cours de psychiatrie, mais les mécanismes de défense, c'est quand même intéressant de les savoir. Parce que le mécanisme de défense est un moyen inconscient. C'est pas je décide de mettre un mécanisme de défense, c'est inconscient. C'est utilisé par le psychisme pour se protéger contre la présence d'émotions désagréables qui émergent dans le processus réel et imaginaire. Réel, quelqu'un me fait une remarque, ta présentation elle est nulle, ah, je vais vivre une émotion. Imaginaire, tiens, Christina, elle regarde par la fenêtre. Ouh, j'imagine qu'elle aime, que ça lui plaît pas, et puis je vais avoir une émotion qui va se passer quand même. Là, c'est la différence imaginaire réelle. Quels sont les différents mécanismes de défense? La fuite. La fuite. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mécanisme de défense? L'agression. L'agression, oui. Le déni. Le déni. Alors les infirmiers, je parle de vos patients, pas vos collègues. Hein. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme mécanisme de défense? La colère. Comment? La colère aussi. Ça c'est une émotion, la colère. Je pense que le rire. Le rire, c'est... Là, je sais pas. Oui, ça peut être le rire défensif. Ouais. Il me fait une remarque et puis... Oui, je suis très content. La résistance. La résistance, ça peut être bien un mécanisme de défense. Alors, ce que j'ai pris, ceux qui sont en plus gros, il y a la fuite, vous connaissez bien. Il y a la rationalisation, quand on va tout intellectualiser. Quelqu'un vous fait une remarque, oui, je pense que d'après les études de mon DBM, que je vis probablement une colère. Donc là, on va rationaliser. Hein, on va utiliser donc, la tête. On met tout dans la tête. On devient des grosses têtes et puis là, il n'y a plus rien. Le cœur, il n'y a plus rien. Il y a la confluence. Alors, ça arrivait dans les équipes où j'ai travaillé, où il y a une personne qui dit qu'elle n'est pas d'accord envers son chef, puis l'autre va dire « Ah oui, moi aussi, je ne suis pas d'accord », sans avoir réfléchi réellement si elle était d'accord ou pas. Ça, vous ne connaissez pas. Hein, les mouvements d'équipe, tout d'un coup, contre un collègue et tout, on est tous unis contre quelqu'un, on est tous en confluence pour... Il y a aussi l'autopunition ou la culpabilité. Ah, je suis arrivé en retard. Oh là là, excuse-moi, c'est faut te dire. Oh là, ça va pas, et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, qu'est-ce que ça cache derrière? Voilà. Il y a la projection. C'est ta faute. C'est à cause de toi. Ou la fameuse question. Je pense que tu penses que je fais une mauvaise présentation. Qu'est-ce qu'il y a en train... C'est qui pense réellement? Voilà, c'est moi. Ou le dernier, le refoulement. Celui-là, je l'aime bien parce que c'était ma spécialité. Je suis l'expert du refoulement. Alors, le refoulement. Le refoulement, c'est, il y a une émotion, on la met de côté. On nous fait un blâme ou que ce soit, on met ça de côté. Ça va passer, tout va aller bien, je laisse tomber, c'est pas la peine. Hop, on met ça de côté. Ou on tremble et tout. Non, j'ai pas peur du tout, j'ai pas peur et tout, et tout. Donc on met ça de côté. Hein. On dit après, on en a plein le dos. C'est souvent, c'est souvent là que ça se passe. Le refoulement, c'est néfaste et destructeur.
L'émotion refoulée, elle ne disparaît pas. On pourrait dire, ah non, j'ai pas la colère, je laisse passer, ça va aller, je serre les dents. Hein, c'est souvent l'expression. Ça va passer, et puis on croit que, voilà, c'est passé. Ben non. Ça, c'est capté par le psychisme, c'est capté par l'inconscient. Et ça s'empile. Et en même temps, il est enregistré dans le corps. Ce qui veut dire que ben, ça va agir contre le sujet, ça va créer du stress. Une accumulation de colère, de peur, de peine, tout ça refoulé. L'impuissance. Bon, les infirmières souvent vivent de l'impuissance. Il y a de l'impuissance. Laisse tomber l'impuissance. On empile toutes ces émotions. Et après, on se retrouve quelques jours après, tout stressé, je sais pas pourquoi, ça m'énerve, je suis pas bien et tout, je sais pas, il faut que je me mette en arrêt, je suis épuisé, j'ai des douleurs, j'ai mal au dos, il y a des somatisations, des douleurs qui arrivent, des problèmes qui disent, ben, tiens, on a beau faire les examens, on voit rien au scanner, mais il y a une douleur qui est là et bien réelle. Et ça entraîne des problèmes relationnels aussi. Quand on ne sait pas ce que vit son collègue, ben, on a quand même de la méfiance. On ne va pas être attiré vers lui. Voilà. Comment apprivoiser les émotions? Alors ben, les outils que j'utilise. Alors il y a donc dans ma consultation l'entretien de relations d'aide thérapeutique, donc je me suis beaucoup formé là-dessus, puis une approche très centrée sur les émotions. Il y a aussi une autre technique qui s'appelle le tapping, en tapotant sur des méridiens, comme ça permet de libérer des émotions. Et une autre que j'affectionne particulièrement et qui est beaucoup à la mode, c'est la méditation, la pleine conscience. Vous connaissez? Oui. Est-ce que vous avez envie de pratiquer pendant ces 3 prochaines minutes? Oui? Ça vous tente? Ok. Alors, expérimentation. Alors, je vous invite à vous asseoir de manière confortable, le dos droit, posez les pieds par terre, voilà. Et je vais commencer par 3 coups de clochette et je vais finir par 3 coups de clochette. Ça ne va pas durer plus de 3 minutes. Et puis, je vous invite à fermer les yeux, mais si vous voulez les garder ouverts, il n'y a pas de souci. Concentrons-nous sur le moment présent en adoptant une position assise avec une posture digne et droite. Et, si nous le souhaitons, fermons les yeux en nous demandant: que se passe-t-il en ce moment? Quelles sont mes pensées? Quels sont mes sentiments? Quelles sont mes sensations corporelles? Prenons note de notre expérience, même si elle est inattendue ou surprenante. À présent, gentiment, dirigeons notre attention vers notre respiration. Notons chaque inspiration et chaque expiration, se suivant, l'une après l'autre. Notre respiration va nous servir de point d'ancrage qui nous ramène dans le moment présent et nous aide à nous équilibrer sur un état de pleine conscience et de tranquillité. Et ensuite, élargissons le champ de notre conscience au-delà de notre respiration, en y incluant à la fois le sens de notre corps comme un tout,
notre posture et notre expression faciale. Voilà. Comment s'est passée cette expérience? Comment ça s'est passé cette expérience? Sur les Alors, cloches de... ah ouais. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu, en ce moment-là, des pensées? Est-ce qu'il y a eu des sentiments? Est-ce qu'il y a eu des sensations corporelles pour nous? Alors, le silence, il est bien là. J'ai trouvé que ça amplifiait la chaleur. Ça amplifie la chaleur. Les autres, est-ce que vous avez remarqué une différence avec la respiration? Plus calme. Okay. Par rapport aux pensées, aux sensations et tout, avec la respiration, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un impact? Non. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des liens entre les pensées, les sentiments ou les émotions et les sensations corporelles? Oui. Oui. Donc c'est vraiment, avec cet outil, je trouve génial, ça permet de, ce qu'on dit, se réaligner, se recentrer sur soi, d'être présent à la chaleur, à la sonnerie, qu'on n'aurait peut-être pas entendu à ce moment-là, aux oiseaux, hein, pour ceux qui sont là. Et puis ça permet de, justement d'aider le patient à faire des liens entre ses pensées, ses émotions, ses sensations corporelles. Quand quelqu'un dit bah, j'ai mal et tout, mais qu'est-ce que vous vivez et tout comme émotion? Ah, j'ai pas d'émotion. Ou ouais, ça tourne beaucoup dans ma tête par contre. Il y a une partie qui est négligée, donc voilà, ou qui n'est pas consciente. Et c'est que 3 minutes. Donc, ça, entre deux patients, j'ai tendance à... Bah, je fais cet exercice de 3 minutes avec mon iPhone et tout. Tac, voilà, j'écoute. Et puis, bah, c'est un très bon outil pour justement mieux les maîtriser, mieux les accepter. Voilà. Alors, pour conclure, une petite citation d'un de mes auteurs préférés, Colette Portelance. Au lieu d'utiliser leur énergie vitale pour créer et se créer, certaines personnes dépensent une partie plus ou moins grande de leur potentiel énergétique à réprimer sans discernement leur vécu émotionnel. C'est-à-dire, en réprimant, en refoulant les émotions, eh ben, on utilise beaucoup d'énergie et on se retrouve fatigué, on se retrouve épuisé. C'est ce qui m'est arrivé dans mon burn-out. Et elles deviennent ainsi, ces personnes, des êtres amputés psychiquement, dont le niveau d'énergie est si peu élevé qu'elles ne sont pas vraiment vivantes. Et c'est ça, je ressentais un vide, j'étais comme un robot, je fonctionnais parce qu'il fallait, il faut. Et puis c'est heureusement, je ne suis plus cette personne-là. Bien, en tout cas, merci de votre attention. Est-ce que j'ai du temps pour les questions? D'accord. Qui aimerait poser une question? Ça ne vous concerne pas tellement ce sujet-là. Non. Oui, Karine. J'ai faire un peu le lien avec la présentation précédente. J'ai lu que en fait, le mindfulness était aussi recommandé pour la prise en charge en fait, des patients avec maladies chroniques, en particulier justement les pathologies rhumatismales. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne idée parce que dans la maladie chronique, dans la douleur, il y a la partie physique, mais il y a aussi toute une partie autour de la douleur psychique. Je sais qu'ils utilisent au CHUV, dans les douloureux chroniques, ils utilisent des antidépresseurs. Pourtant les gens disent qu'ils ne sont pas dépressifs, mais au niveau hormonal c'est très proche. Il y a une inhibition de la sérotonine, il y a un problème au niveau acétylcholine. Donc le fait de pouvoir se recentrer sur soi
de pouvoir mieux accueillir ce qui se passe, mieux accueillir la douleur, de pouvoir respirer avec la douleur, ça soulage la douleur. Et donc je trouve que mais voilà, j'ai jamais utilisé dans ce contexte-là. Je connais plus la dépression et autour des addictions. En neurologie aussi, c'est utilisé. Super, c'est cool, ça se développe. Je Voilà. pensais à la Christina. situation des personnes, tu parlais du burn-out, mais on voit maintenant des personnes qui sont en burn-in, donc dans une super activité, vraiment faire plus du même lorsqu'ils sont en épuisement. Et je me demandais comment approcher quelque chose, enfin déjà d'une part tu penses que ce serait utile comme méthode, mais après l'autre difficulté c'est que c'est souvent des personnes qui n'ont pas du tout conscience d'un dysfonctionnement. Et puis, comment est-ce qu'on peut apporter ça aussi comme bien-être? Est-ce que c'est essentiel de l'apporter vraiment comme une thérapie? Parce que souvent aussi avec des patients, des fois dire ça met en cause qu'ils ont un problème et qui n'est pas encore accepté ou perçu. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Alors, déjà par rapport à la méditation, donc c'est pas la psychiatrie qui a inventé la méditation, ça existe depuis longtemps. Simplement, qui s'est produit surtout en 2006, à partir de 2006, ça a beaucoup développé, ils ont fait des recherches et tout, d'utiliser la méditation comme outil thérapeutique. Mais au départ, c'est pas... C'est vrai qu'on avait fait, dans l'institution où je travaillais avant, on avait fait un groupe avec des soignants pour expérimenter. Et une collègue qui est plutôt en burn-in, c'est quelqu'un de très compétent, qui est beaucoup dans l'activité, la suractivité, qui est aussi un mécanisme de défense. C'est-à-dire, je ne sens pas ma culpabilité, mon stress, ma colère et tout, donc elle va se mettre à agir, à faire. Et quand on dit, bah, vas-y, arrête-toi, respire, observe ce qui se passe, dit, non, ça va pas, ça m'angoisse. La méditation angoisse. Alors ça peut être, ça c'est sa vision des choses, mais la mienne, c'est que avec la méditation, elle se rend compte de son angoisse. Depuis que j'ai quitté cette institution, je l'ai revue, elle a fait des séjours en dermatologie parce qu'elle a plein d'eczéma et tout, difficile à soigner et tout, mais c'est peut-être la méditation. Voilà. Donc comment faire, c'est pas le présenter comme une thérapie ou quoi que ce soit, mais un exercice de prévention, de prendre soin de soi, c'est ça. Je sais qu'on est des pros pour prendre soin des autres, mais prendre soin de soi, en tant que soignant, moi, ça m'a pris du temps. Pourtant, je donnais des excellents conseils. Est-ce que, Elisabeth, tu veux dire quelque chose? Je me posais juste la question, comment est-ce qu'on pourrait imaginer de transposer justement par rapport à soi-même? Parce qu'effectivement, là, on est dans la vision par rapport au patient, mais si on peut être tourné vers soi et ses propres émotions, comment est-ce qu'on pourrait le transposer dans un modèle ou une approche au sein des équipes ou des institutions? Oui, alors là, c'est vrai que dans les équipes, dans les hôpitaux, il faut que ce soit dans le service de médecine du travail qui organise ça, qui fait appel à des experts, il y en a plein. À l'hôpital de Seury, donc l'hôpital psychiatrique de Seury, il y a tout un groupe de psychologues, d'infirmiers, de psychiatres qui ont développé justement tous les jeudis entre midi un groupe mindfulness qui est ouvert vraiment à tout le monde. Et bah, ça permet de se perfectionner, mieux connaître les différents programmes, mieux l'utiliser, et puis développer cette activité-là. Donc il est ouvert à tous, c'est tout ce que je connais. Par contre, pour soi, ce que je fais, moi j'ai ma petite méditation dans mon iPhone, et puis je l'écoute régulièrement, et puis bon, maintenant je connais le truc par cœur. Là, je gardais le texte parce que je ne sais jamais. Un petit blanc. Une émotion peut-être? Bah, une émotion qui fait que. Moi, il faut que je m'accueille, attendez. Et ensuite. Voilà. D'autres questions? Oui, Karine. Et puis quand tu accueilles ton émotion, parce que c'est bien d'accueillir, donc tu la reconnais, l'idée c'est en faire quoi? Ben, juste l'accueillir, juste comme là, c'est-à-dire que je vois, ouh là, je suis pas bien, j'ai une douleur, je vois que je suis stressé. Ok, je m'arrête, je respire,
j'observe, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je vois qu'il y a une tension là. Souvent, moi, ça passe par le corps. Ok, je ferme les yeux. Ah oui, ça tourne dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est, oui, il y a, je dirais, la sensation physique où on va l'identifier l'émotion. Ça peut être une peur parce que il y a Karim Medda qui est en train de me regarder, en train de faire une présentation. Je dis, oula, je vois que j'ai peur. Qu'est-ce que je fais? Je vais respirer. Si possible, plus avec le ventre. Voilà, mais respirer avec l'émotion. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu qu'elle se bloque, elle va partir dans l'inconscient, elle va juste passer. L'émotion, elle vient et elle passe. Est-ce que c'est pas une sorte de refoulement, finalement? Tu la sens, la sensation. Quand tu refoules, ce premier réflexe, c'est de refouler. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Il y a une crispation. Ok. Je prends le temps, je mets de la conscience dedans. Qu'est-ce qui se passe? Où elle est? Je respire avec. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se libère, l'émotion s'en va. Si c'est une grosse émotion et tout, c'est des fois plus difficile parce qu'il y a une intensité. Ça va prendre plus de temps. Mais le fait d'être avec, d'accueillir, de respirer avec, et non pas de rester bloqué, ça c'est mon expérience. Et on met de la conscience dedans. Le mécanisme de défense, c'est quelque chose d'inconscient. Le psychisme, il se met en place. Quelqu'un qui est en train de fuir, on peut dire « t'es en train de fuir », etc. Lui, il va dire non. Il ne peut pas le reconnaître parce que c'est inconscient. Et après, écoute, hier, quand il est tranquille, je vois que quand je t'ai parlé, tu étais vite parti et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ça m'a stressé. Voilà. J'avais de la peine là. C'était triste quand tu as parlé de ce patient qui est décédé. J'étais attaché par rapport à lui, il m'a touché et tout. Et puis là, il l'accueille, et ensuite, ça passe. Et puis, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Une personne qui a un gros chagrin, un collègue qui a un gros chagrin pour X raison, quand il l'accueille, il va se mettre à pleurer. Oh, il pleure, mon collègue, il pleure, ça se fait pas. Oh. Donc là, on est en train de refouler nous. Donc, pouvoir nous accueillir notre émotion quand l'autre a une autre émotion, je pense que c'est quelque chose de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence qu'on doit développer en tant qu'infirmier, vu qu'on est toujours amené sur notre quotidien des émotions. Les relations difficiles. Ou on peut dire, je décide de tout bloquer et je deviens un fiduciaire des soins. Voilà. Pas d'autres questions? Merci pour votre écoute. Merci.